Alors, bonjour, moi c'est Julien Maillet, je suis également en première année à Sciences Po Paris et je viens de région parisienne également, comme ça là. Sauf que je suis pas franco-marocain. Donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est un peu introduire des éléments théoriques et après les alimenter avec des exemples très concrets par des témoignages personnels qu'on peut avoir. Et par exemple, Ayat, elle va parler des femmes à Mayotte, pardon, et Salah des femmes en banlieue parisienne, et puis on aura d'autres exemples aussi. Et donc ce qu'on veut faire vraiment, c'est que ça soit un espace d'échange. On veut pas que ça soit un cours ou bien une lecture ou quoi que ce soit. Donc on vous invite vraiment à participer et rebondir sur des réflexions que vous avez et aussi nous poser des questions. Donc, comme Calista a posé la première question, je voulais en fait reposer la question à l'audience. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est l'intersectionnalité ou, euh, dont ou a déjà entendu parler de cette notion l'intersectionnalité? Ah, je suis sûre que vous avez une idée. Un peu vague, peut-être. Intersectionnalité, donc Intersection. Intersectionnalité. Entre-section. C'est super, intersection. Mais la question intersection entre quoi à l'occasion de la journée de la femme? C'est pas loin, c'est vraiment pas loin. Bah, du coup, l'intersection entre les identités. Donc, une femme, elle peut avoir plusieurs identités qui ne sont pas juste être une femme, mais des identités qui s'accumulent en fait, et qui sont en intersection. Donc, une femme, c'est une base théorique en fait, une branche du féminisme qui prend en compte en fait que la femme est une personne complexe qui a plusieurs parties de son identité, plusieurs discriminations. Et je pense peut-être Elisa peut-être nous en dire un peu plus. C'est un outil en fait qui a été théorisé par Kimberly Crenshaw. C'est une universitaire afro-américaine dans les années 80. Et peut-être pour un peu illustrer ce que Aya vient de dire. Donc en fait l'idée a été vraiment développée après en fait un cas légal aux États-Unis dans les années 70 où en fait les femmes afro-américaines se faisaient discriminer parce que il y avait une entreprise General Motors, c'était une entreprise d'automation en fait, qui en fait, comment dire, embaucher que les femmes blanches pour des postes administratifs et les hommes noirs pour des postes ouvriers. Et en fait, ces femmes noires, elles ont porté plainte contre cette entreprise parce qu'en fait, elles se faisaient discriminer parce qu'elles étaient femmes noires. Donc, et en fait, l'entreprise, ils ont dit que non, en fait, on ne discrimine pas parce qu'on a des hommes noirs au sein de l'entreprise et aussi des femmes blanches. Donc en fait, cette catégorisation raciale, elle est déjà prise en compte et on n'est pas sexiste parce que on a des femmes blanches. Et donc en fait, c'est vraiment un outil sociologique maintenant pour essayer de comprendre comment les femmes elles ressentent plusieurs types de discrimination. Par exemple, des discriminations liées à son handicap ou bien son orientation sexuelle, sa religion. Et c'est pour vraiment prendre en compte en fait les différentes additions en fait de discrimination que une femme peut avoir et pour montrer qu'en fait c'est pas une expérience universelle l'expérience de la femme et donc c'est vraiment quelque chose d'unique que chaque femme ressent à un niveau individuel. J'ai une question à vous poser. Merci beaucoup Elisa pour cette explication très détaillée. Je voulais vous demander pourquoi est-ce que vous pensez qu'on parle de l'intersectionnalité aujourd'hui, si vous avez des idées. Maintenant qu'on sait ce que c'est l'intersectionnalité, donc c'est les couches en fait de discrimination qu'une femme peut affronter. Je ne sais pas si quelqu'un aimerait bien répondre à cette question. Non. Sinon on peut donner la réponse. Aujourd'hui, on vous parle d'intersectionnalité parce qu'on trouve que c'est important d'avoir un espace féministe qui inclut tout le monde, qui se rend compte en fait qui doit être solidaire en fait, qui doit être uni. Et pour être uni, il faut savoir que pas toutes les femmes affrontent les mêmes problèmes juste par le fait d'être une femme. Donc le féminisme, il doit avoir plusieurs, je sais pas, savoir en fait,
à quel point il faut être unis et à savoir que pas toutes les femmes ressentent les mêmes choses et justement être en solidarité en tant que femme pour pouvoir avancer la cause féministe. Et du coup, je laisserai Hayat continuer par rapport justement l'intersectionnalité. C'est ça là. Alors, je laisse Salah. C'est Julien. Du coup, je pense que vous avez compris l'intersectionnalité. Pour reprendre en très vite, c'est pour montrer que vraiment les soucis d'une femme et les soucis d'un homme noir, les soucis d'une femme noire ne sont pas simplement la somme de ces deux discriminations. Et alors là, on prend femmes et personnes racisées, mais ça peut être aussi femmes, personnes handicapées, femmes, personnes LGBT, etc. Et donc, c'est pour montrer que ce ne sont pas simplement des discriminations qui se cumulent, mais que c'est vraiment une situation radicalement différente qui doit donc être analysée sociologiquement différemment. Alors, du coup, moi, je vais rebondir aussi sur l'exposition que vous avez pu voir et sur la place des femmes dans l'art, la manière dont elles sont représentées et la manière dont elles sont représentées en tant qu'artistes et aussi en tant qu'objet de création artistique. Donc pour cela, je voulais parler avant tout de Linda Nochlin, qui est une sociologue américaine de la deuxième moitié du XXe siècle et qui a donc écrit un essai majeur sur le sujet qui est Why have there been no great women artists? Donc si on traduit, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de grandes artistes femmes? Alors c'est un postulat qui peut paraître un peu dramatique puisqu'il y a quelques artistes femmes grandes. On ne peut pas ne pas parler par exemple de Marie Shelley ou encore Olympe de Gouges, etc. Mais c'est vrai que, et même encore je vous mets au défi de me citer beaucoup d'autres artistes femmes majeures avant le XXe siècle. Je pense que c'est assez compliqué, je ne sais pas s'il y en a qui ont beaucoup de noms en tête. Si vous en avez, n'hésitez pas à les partager, ça peut être intéressant aussi. Oui, Camille Claudel, effectivement. Mais il y en a quand même bien d'autres, mais le fait est quand même de constater. George Sand, très grande femme. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater quand même que les femmes qui représentent la moitié de l'humanité sont grandement sous-représentées au sein des artistes majeurs, et ceux de tous les mouvements depuis très longtemps et encore aujourd'hui. Et en fait, du coup, Linda Nochlin, elle explique cela pas par un manque de talent des femmes, je pense que vous vous en doutez tous, mais vraiment par l'organisation structurelle de nos sociétés et le fait qu'on ait des institutions culturelles et sociales qui sont très discriminantes pour les femmes, alors que ce soit même simplement les institutions académiques, c'est plus compliqué pour des femmes des beaux-arts, d'intégrer des institutions comme les beaux-arts, etc. C'est plus compliqué d'être promu par des pairs, puisque c'est un milieu ce sont des milieux qui sont largement dominés par des hommes. Et ça fait que les femmes sont très éclipsées dans la production artistique. En plus de ça, ce qu'elle met en lumière, c'est qu'aussi, dans la production historiographique, quand on a l'étude de l'histoire de l'art, les artistes féminines, toutes influentes qu'elles puissent être, ont tendance à être également éclipsées. Donc c'est un ouvrage très intéressant qui permet de voir que les femmes sont souvent donc éclipsées de la production artistique et qu'elles sont invisibilisées par ce moyen, et donc ça entretient aussi des mythes comme le mythe de l'homme créateur et la femme qui n'est en fait qu'un objet d'inspiration, qu'une muse, et donc qui ne fait pas de la femme un sujet mais un simple objet. Donc ça a soulevé plein de questions également sur la représentation de la femme. Et dans les années 70, on a une autre chercheuse qui a développé un autre concept qui est extrêmement intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du male gaze, ou le regard masculin dans l'art. Est-ce que quelqu'un en a déjà entendu parler et pense qu'il pourrait expliquer en quelques mots sur en quoi ça consiste? Non, personne? Ok, ben, c'est un concept qui a été donc théorisé par Laura Mulvey, qui est donc une critique de cinéma et qui s'est intéressée donc dans les années 70
à la représentation des femmes au cinéma. Elle s'est rendue compte qu'en fait les femmes étaient représentées par des hommes, et donc par le prisme de la vision des hommes et la vision que les hommes s'en faisaient, et donc une vision qui est souvent très masculine, très hétéronormée, et donc on a une vision de la femme qui est simplement un objet de désir et un objet de rapport de domination, de conquête. Alors au cinéma, ça passe par la manière dont les corps des femmes sont filmés, sans être forcément ouvertement érotique. On a toujours un cadrage du corps de la femme comme d'un objet de désir, et même quand on a des plans qui représentent des hommes, des femmes, on voit vraiment dans la manière dont c'est fait un rapport, une domination qui peut être perçue. L'homme qui se caractérise par son désir, la femme qui se caractérise comme un objet de conquête. Et c'est quelque chose que elle observe au début dans le cinéma, mais en fait elle se rend compte aussi que ça peut être étendu à plein de genres artistiques, notamment par exemple la peinture. L'exemple par exemple, ça peut être le style des nus. Je pense que vous voyez tous hein, les nus classiques. Je vais prendre l'exemple par exemple de la Vénus d'Urbino. Alors peut-être que vous ne connaissez pas cette œuvre précisément, ou que vous ne voyez pas exactement de laquelle je parle, mais c'est donc une Vénus qui est représentée couchée sur son flanc et qui semble regarder le spectateur comme dans une attitude un peu d'invitation. Alors si vous ne voyez pas exactement de quelle œuvre je parle, je suis sûr que vous avez des centaines de représentations en tête que vous avez déjà vues. Donc on voit bien que ce male gaze est présent partout dans l'art, dans la représentation de la femme, et c'est quelque chose donc qui contribue depuis donc, des siècles à faire de la femme un simple objet de désir plutôt que un sujet pensant et capable en fait de se lever pour soi-même et d'être en fait par soi-même. Donc je ne sais pas s'il y en a qui ont des remarques là-dessus, peut-être des expériences personnelles ou des choses que vous voudriez dire dessus. Oui, au fond. C'est pas dans tous les cas qu'on est un objet de désir, parce que quand vous regardez la Pietà, je suis désolée, quand vous voyez Marie, c'est pas un objet de désir. Je peux rebondir. Oui, tout à fait. Mais en plus de ça, ça peut être des choses qui sont un petit peu plus subtiles. Donc quand on pense à la femme, quand elle est représentée dans les films, par exemple, on peut choisir des femmes qui sont plus courtes, qui sont plus petites en taille que les hommes, pour qu'elles puissent regarder vers le haut, vers les hommes. Donc ça peut être des choses aussi subtiles, qui sont implicites, qui ne sont pas aussi ostentatoires, qu'on ne voit pas à première vue, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est vrai que quand vous voyez, c'est vrai que si vous vous référez à Bardot, bon, je suis d'accord avec vous, mais je vous répète, quand vous voyez certains films de Simone Signoret à la fin de sa vie, ou je sais pas moi, il y en a plein comme ça qui sont magnifiques. Et elles ne sont pas objets de désir, ou alors j'ai rien compris. Hein. Comme toi, Nine. Alors oui, justement, vous marquez un point, c'était la partie suivante que j'avais développée, de comment après certaines femmes arrivent à travers l'art à se réapproprier tout ça et à justement déconstruire ça. Mais on voit que ça reste quand même un phénomène récent, à tout casser une cinquantaine d'années, on va dire, peut-être un petit peu plus si on va chercher, mais ça restait très ponctuel avant. Excusez-moi. Oui, mais c'était des figures quand même très isolées à l'époque, dans un mouvement plus général qu'on ne pouvait pas quand même caractériser comme féministe. D'autres remarques ? Justement, pour parler de la Vénus, en fait, moi, je fais aussi référence à celle de Manet. Et je trouve que là, il y a quand même... les choses ont évolué, c'est-à-dire que celle de Manet, vous voyez, elle est sur le lit, elle a encore ses petits chaussons, et elle est vraiment... comment dire,
elle prend sa vie en main, quoi. Même si c'est une femme qui reprend la pose classique d'une Vénus nue sur un lit, le fait qu'elle ait des bijoux, le fait qu'il y ait le petit chat à côté, le fait qu'elle soit... Je trouve qu'il y a un tournant quand même dans la représentation des Vénus à ce moment-là. Non? Vous ne trouvez pas? Mais je suis d'accord avec vous, mais en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un phénomène et que dans ce phénomène-là, il peut y avoir des exceptions qui existent, Oui. comme avec la Vénus, comme avec les films que Madame nous a cités, mais que ces phénomènes un peu de masse, ça influe en fait la perception qu'on va avoir de la femme ou que la femme va avoir d'elle-même. Donc c'est pour ça qu'il est important en fait d'avoir un regard critique. Justement, ces exceptions-là, elles confirment la règle. Justement parce qu'il y a quelques œuvres qu'on s'en rappelle d'elles, qu'on saurait nommer, qu'on saurait citer, et qui marquent en fait, parce qu'elles sortent vraiment de toute cette atmosphère-là, de tout ce phénomène-là, autour de l'objectivation de la femme et un peu de transformer la femme en un objet de désir. Est-ce que vous pensez aussi que le cinéma est peut-être un art plus propice justement au jeu des regards, plus que la peinture ou plus qu'une sculpture? Disons que les films, c'est vraiment un regard, et comme vous le dites au début, il y a une presque modelée. La femme est presque modelée par le regard du cinéaste. Et est-ce que, ma question est la suivante, est-ce que vous pensez que les choses perdurent actuellement ou est-ce que les choses changent dans le cinéma actuel? Merci pour votre question. Je pense que c'est un bon moment pour introduire un autre concept dont on a pensé en fait. Et je suis d'accord avec Julien et Salah dans le sens où là, ce qu'on regarde, c'est vraiment des mécanismes structurels. C'est pas des films, on va dire, d'exception dont on se base notre argument, mais c'est vraiment plus dans la structure en fait du cinéma. Et comment en fait ces mécanismes d'objectivation perdurent. Donc est-ce que vous avez entendu parler du test de Bechdel? Si quelqu'un a une idée. B-E-C-H-E-L. Donc en fait c'est un test qui a été popularisé en 1985. Et en fait ça analyse un film à base de 3 critères. Donc le premier c'est il doit y avoir au moins 2 personnages féminins nommés. Ces personnages doivent avoir une conversation ensemble et cette conversation doit porter sur autre chose qu'un homme. Donc est-ce que vous avez une idée de peut-être la statistique des nombres de films en fait, qui passent ce test et qui réussissent à démontrer en fait ces 3 critères? Ben en fait vous y êtes presque parce que en fait il y a le site du la liste en fait de Bechdel Test qui montre qui recense en fait plus de 9000 films et il montre qu'il n'y a que 30% des films qui passent ce test. Donc en fait on voit vraiment que c'est un mécanisme structurel dont on parle. Et bien sûr, il existe des films, par exemple, maintenant faits par les femmes et pour les femmes. Je pense notamment à Céline Sciamma qui a réalisé Portrait de la jeune fille en feu, si vous l'avez vu, ou bien Chloé Zhao qui a réalisé Nomadland. Et en fait, ça montre vraiment que maintenant, il y a une demande en fait, dans l'audience féminine d'avoir des films qui sont faits par les femmes et pour les femmes. Donc on voit vraiment que en fait, il y a un changement et je pense que dans cette génération à venir là, on va avoir beaucoup plus de réalisatrices féminines pour vraiment démontrer ces histoires-là en fait qui ont été invisibilisées auparavant. Et pour rebondir aussi sur une question qu'on avait eue par rapport au changement entre les peintures et le cinéma, bah justement, le test Bechdel, ça nous montre que les femmes ne sont pas juste des personnages qui sont fixes, mais c'est des personnages qui sont capables d'avoir des conversations qui ne portent pas sur le sujet de l'homme. Ce sont des femmes qui sont en mouvement, qui sont indépendantes. Et donc, personnellement, je ne suis pas sûre si tout le monde serait d'accord, mais personnellement, je trouve que le cinéma, ça peut illustrer ça encore mieux que la peinture, parce qu'on voit bien la femme en mouvement, en train de penser, de créer quelque chose, en fait. C'est l'art, quoi. Voilà.
voudrais savoir comment regarder la femme enceinte. C'est une période particulière de sa vie. La femme enceinte? Désolée, j'ai pas compris la question. Parlez dans le micro. Comment est-elle représentée, la femme enceinte, dans le cinéma? Est-ce qu'il y a un regard particulier sur la femme enceinte, ou alors c'est Comment est-ce que vous pensez qu'elle est représentée, la femme enceinte, dans le cinéma, peut-être? à vous que je pose la question. Est-ce que le regard des hommes a changé? Ouais, dans le cinéma, le regard de la femme enceinte, enfin, dans le cinéma et là en général, en fait, on va enlever la femme de son rôle de femme et la mettre dans son rôle de mère. Et on va un peu nier son individualité. On va la faire presque exister pour donner la vie. Et ça arrive souvent dans beaucoup de films. Enfin, je vais prendre l'exemple de Star Wars, où la femme va mourir et dans sa mort, va donner naissance à des enfants et va vraiment se sacrifier. Donc on va vraiment sortir la femme de toute son individualité pour la faire entrer un peu dans quelque chose de plus grand ou plus réducteur plutôt, dans son rôle uniquement de la maternité, qu'elle doit mener la maternité à son bout. Et c'est pas rare que dans des films, comme dans Star Wars ou dans d'autres films, la femme enceinte meurt à la fin pour laisser les enfants, et il y a toute une symbolique qui se construit derrière. Alors, pour rebondir sur ça, j'avais lu il y a quelque temps quelque chose sur, une recherche justement sur ce sujet-là. Je me souviens plus malheureusement de l'auteur, donc je suis vraiment désolé. Mais en tout cas, le sujet c'était de montrer que dans les représentations qu'on a des femmes dans la production artistique, donc que ce soit dans le cinéma, dans la littérature ou dans l'art, en fait, il y a deux grandes représentations et quasiment toutes les femmes qui sont représentées dans l'art entrent dans une de ces deux catégories. C'est soit la figure de la femme désirée, soit la figure de la mère protectrice et bienveillante. Et en fait, c'est vrai que là, pour tout ce début, on s'est beaucoup attardé sur la figure de la femme désirée, objet de désir, etc. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que souvent, dès qu'on les sort de ce cadre de l'objet de désir, elles deviennent des mères bienveillantes qui sont supposées avoir de l'affection à revendre toujours être à l'écoute, compréhensive et se sacrifier pour les autres. Et donc on voit qu'en fait, dans les deux cas, on a quand même une vision de la femme qui est là pour servir, soit pour servir les désirs, soit pour couver, protéger, nourrir, s'occuper des hommes, du foyer, etc. Donc je pense que la femme enceinte, du coup, en général, quand elle est représentée, rentre dans la deuxième catégorie. La femme enceinte particulièrement, peut-être rentre aussi dans la catégorie de à la fois cette femme qui doit protéger, mais qui doit aussi être protégée, encore plus que les autres femmes. Encore une fois, là, c'est un peu de l'improvisation, je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais je pense que dans le cinéma, en tout cas, la femme enceinte, c'est vraiment, elle est vue comme une personne fragile, future mère qui va devoir protéger et fournir en affection son fils, et qui pour l'instant doit donc être est un objet fragile à protéger. Mais donc toujours, en fait, un objet dépendant de l'homme, je pense. Dépendant de sa protection et dépendant de son affection. J'avais juste une petite intervention. Je voulais faire par rapport au roman de Jim là, qui vient de recevoir plusieurs prix au César. Et justement, dans le roman de Jim, le personnage principal, il y a une mère qui est enceinte de Jim, du coup, du petit. Et on la voit, ce qui pour moi, je pense, était assez rare au cinéma. Elle est enceinte, nue. Elle assume totalement sa féminité en étant enceinte. Et déjà, ça je trouve c'était beau de voir une femme enceinte, en plus ayant un désir sexuel, en étant enceinte de 6 mois, d'ailleurs dans le film, quand elle est enceinte de 6 mois du petit Jim. Et puis après, une fois qu'elle a accouché, finalement, ça reste une femme très indépendante. Et alors, à l'inverse, elle est ni la femme désirée, parce que le roman de Jim, c'est pas du tout sur c'est pas du tout sur ce thème-là. Elle est ni désirée par son compagnon, ni la super-mère parfaite et protectrice. Elle est très indépendante, elle garde son indépendance et après même elle va partir au Canada et elle va raconter même un gros mensonge à son fils.
Donc c'est pas en pensant le protéger, en fait elle ne le protège pas, puisqu'elle, au contraire, il a encore plus mal dans son cœur par le mensonge qu'elle va lui faire. Donc c'était pour dire que c'était ni dans cette catégorie-là, ni dans l'autre. Donc c'est un autre type de personnage féminin, femme enceinte, qui rentre pas dans ce cliché par contre. Et ça vient d'être primé au César. C'est récent. Voilà. C'est ça, c'est récent, c'est assez récent. C'est justement l'exception et une structure qui perdure en fait depuis des années. Et même par exemple dans les séries américaines, on peut voir, il y a une série, je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Working Moms. Donc c'est les mamans qui travaillent. Et en fait, c'est un groupe d'amis qui sont tous des mamans. Et qui sont enceintes. S'il y en a une qui n'est pas enceinte, l'autre elle le sera. Et si il y en a personne qui est enceinte, c'est qu'elles sont des mères maintenant. Et la série, elle montre en fait à quel point c'est dur d'être une mère. Et elle montre en fait un groupe d'amis, de mères, qui ne sont pas contentes d'être mères en fait. Elles ne sont pas contentes. Elles n'ont pas cette affection envers leurs enfants, elles ne comprennent pas pourquoi j'ai pas cette affection de laquelle tout le monde parle. Quand j'aurai mes enfants, je vais avoir ce sentiment d'amour et tout. Elles ne comprennent pas pourquoi elles n'ont pas ce sentiment d'amour, pourquoi elles ne veulent pas être avec leurs enfants et tout. Et je trouve que justement c'est une exception encore une fois, parce que ces femmes, elles ne rentrent pas dans ces trois catégories, ni de femmes désirées, ni de femmes qui sont mères protectrices, ni de femmes qui sont justement, c'est structurel. Justement, c'est une structure qui... Alors, arrêtez de me mettre dans une catégorie. Moi, j'aime pas les classements. Moi, je suis unique. Point. Voilà. Ah oui, donc moi je pense qu'on devrait aussi souligner un point qu'on n'aborde pas souvent, c'est la femme infertile, la femme qui ne peut pas faire des enfants. Je pense qu'elle est souvent dans les films, en tout cas moi ce que j'ai vu et ce que je vois, c'est que la femme qui est infertile est automatiquement la femme non désirée parce qu'elle ne peut pas concevoir des enfants. Et donc... je sais pas, vous pouvez me tromper si je dis n'importe quoi, mais moi, dans les films, il y a toujours, je sais pas moi, un beau gosse qui rencontre une femme. Bah ok, mais le seul problème, c'est que je ne peux pas faire des enfants. Enfin, je peux pas, et parfois, c'est un choix qu'on décide, mais souvent, c'est parce que la femme est infertile ou autre. Et je trouve vraiment que dans les films, ces femmes qui sont infertiles sont en quelque sorte pointées du doigt je sais pas, une façon de dire vous n'êtes pas des femmes parce que pour être femme il faut faire des enfants. Je sais pas si vous comprenez mon idée, je sais pas si vous avez compris, mais voilà, je pense que c'est aussi un point à souligner parce que quand on parle de la femme dans le cinéma, c'est toujours la femme désirée, la femme enceinte, alors que ça aussi, c'est aussi dit dans les films. Alors les jeunes, s'il vous plaît, je vais vous redemander autre chose dans le débat. Je sais que vous l'avez prévu. Là, depuis tout à l'heure, vous parlez que de la femme dans le cinéma, en tout cas l'art du cinéma. Par contre, on aurait voulu que vous interveniez aussi chacune de votre vision de la femme dans votre pays. Oui. Ça faisait partie normalement un peu de votre débat. Je voudrais que chacune vous interveniez comment les femmes sont vues et traitées dans chacun de vos pays. Si vous pouvez intervenir là-dessus, on va peut-être démarrer par... alors on a dans l'ordre, on a français, franco-marocain, du Bénin. C'est ça, Bénin? Mayotte, pardon. Et après Bénin. C'est Égypte et... je suis franco-vietnamienne. Franco-vietnamienne. Donc vous avez certainement tous des expériences de votre vision, en tout cas de la femme dans vos pays. Si vous pouvez chacun intervenir. On va demander, puisque tu as le micro en main, Mayotte, les femmes, comment... Voilà quoi. Avec plaisir. Alors on y va. Alors je pense que je suis assez à l'aise sur le sujet, parce que ça me concerne. Et donc, est-ce que vous connaissez Mayotte? C'est ma première question. Essaye de parler un tout petit peu plus fort. Malheureusement, en ce moment, c'est d'actualité. Oui, désolé. Est-ce que vous savez où se trouve Mayotte? Dans le monde. Ok, donc pour ceux qui ne savent pas, Mayotte, c'est un département français, je le précise, c'est très important, donc qui se trouve dans l'archipel des Comores entre Madagascar et Mozambique.
Donc comment est-ce que la femme est traitée à Mayotte? Il faut savoir que Mayotte, c'est 94% de musulmans. Et donc il y a la tradition, la religion, j'ai envie de dire, qui prédomine les normes de la société. Et donc ce qui se passe avec la femme, en fait, la femme n'a pas de voix. La femme ne peut pas parler, la femme ne peut pas porter plainte. La femme n'a pas de mots. En fait, c'est ça. J'ai envie de résumer ça comme ça. Pourquoi? Parce que Mayotte, c'est... un département français depuis 2011 et donc c'est la religion qui règne. Ce qui se passe, c'est que malheureusement il y a beaucoup de violence à Mayotte, mais c'est quelque chose de très tabou puisque encore une fois la religion est derrière. Et donc une femme qui est victime de violence conjugale ne peut pas parler ou ne pense pas à parler parce que le mari est... dans la religion, en tout cas dans l'islam, on dit que la femme doit être soumise à l'homme. Encore des interprétations, mais je ne veux pas débattre sur ça. Et aussi, il faut savoir qu'à Mayotte, c'est le département le plus pauvre. Donc ce qui se passe, c'est que beaucoup de jeunes filles, donc de mon âge, des jeunes filles de 14 ans, sont obligés de se prostituer pour subvenir à leurs besoins. Donc, il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de mariages arrangés. C'est encore des sujets très tabous. Il y a beaucoup de mariages arrangés. Moi, j'ai une copine qui aujourd'hui elle a 18 ans, mais à 14 ans, elle était déjà enceinte. Et elle devait se prostituer pour nourrir ses enfants. Et c'est comme ça que ça se passe. Et j'ai envie de dire que... porter plainte ou même parler, on n'a pas cette chance à Mayotte. Alors que c'est un département français, je le précise. C'est ce que j'allais relever, j'allais dire, vous vous rendez compte, c'est quand même, on est en France, oui, donc tu es en train de dire que c'est un département de non-droit, c'est un petit peu ça, quoi. Exactement. Voilà. Alors, où malheureusement, d'après ce que je t'entends dire, c'est la religion qui prime sur les normes, oui, sur la loi. Oui, c'est ça. On va l'entendre peut-être, on va voir un petit peu après sur les autres, mais on va voir à côté, si ça t'embête pas, on va passer le micro, on va essayer d'écouter... à côté, je ne me rappelle plus le prénom. Salah. Alors moi, du coup, je vais vous parler de la... Excuse-moi, mais toi, tu vas avoir la vision, mais en tant qu'homme. C'est ça. Là, c'est une femme qui a parlé. C'est ça. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir vous parler un peu de... Non pas de ce qui se passe au Maroc, mais de ce qui se passe aussi en France et dans les banlieues françaises. Déjà, avant de commencer, je vais vous demander comment vous avez trouvé la cérémonie d'ouverture des JO. Vous avez bien aimé? Par applaudissement, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez bien aimé la cérémonie des JO, s'il vous plaît? Oui. Je pense que ça a été un franc succès et il y a eu énormément de polémiques autour de cette cérémonie-là parce que on a mis en avant une artiste qui s'appelle Aya Nakamura. Je pense qu'on a tous été... Alors, il n'y a pas eu qu'une polémique de femmes, il y a eu une politique religieuse aussi, il ne faut pas oublier. C'est marrant, mais tout ce que vous allez dire depuis tout à l'heure, à chaque fois, vous êtes en train de souvent lier la religion aux droits des femmes. Mais on va continuer. Est-ce que vous pouvez préciser sur la polémique religieuse? Il y a eu une polémique religieuse par rapport au tableau qui a été fait sur, je ne sais plus quel tableau vous avez suivi. Voilà, c'était pas la scène. Ceux qui ont voulu l'interpréter. Mais en tout cas, c'est pas le sujet. Oui, c'est pas le sujet, justement. On reste sur Aya. On va te laisser sur Aya Nakamura. Du coup, sur Aya Nakamura, on lui a reproché plusieurs choses, qu'elle soit un peu de la diversité française, qu'elle vienne de banlieue, que ses musiques ne soient pas un peu françaises, alors qu'on a tous bien pu voir qu'elle a extrêmement bien joué avec la garde républicaine, qu'elle a extrêmement bien incarné Charles Aznavour. Et en fait, il y a un problème un peu avec Aya, parce que Aya, on l'aperçoit comme une femme, tout d'abord, donc elle subit beaucoup de sexisme, comme une femme qui est noire et musulmane. Donc elle subit aussi du racisme et un peu d'islamophobie. Aya, dans les banlieues françaises, c'est une fierté, parce qu'elle montre qu'on peut tous appartenir à la France, et que malgré les discriminations qu'on a pu vivre, on appartient tous à la France, on appartient tous à un grand ensemble. Aya permet à des millions de femmes de se reconnaître en elle. Elle permet de s'extirper un peu d'une sorte de patriarcat, d'un désir, du fait qu'on mette les femmes en cases. Alors que les femmes ne sont pas que des cases, les femmes sont aussi des individus, autant comme les hommes. C'est une femme qui évolue dans un milieu qui est très masculin, le rap. Je pense que dans la plupart de nos esprits, les seuls rappeurs qu'on a en tête, c'est des rappeurs masculins. On va penser à Caris, on va penser à Booba, à PNL. Donc c'est tous des hommes qui viennent de banlieue, qui véhiculent tous une image différente de la femme, souvent assez dégradante. Aya, elle non. Aya se réapproprie son image,
Aya montre que les femmes peuvent être fortes. Et aujourd'hui, Aya, c'était l'artiste française la plus écoutée dans le monde. Donc Aya fait rayonner la France à l'international, malgré le fait qu'elle soit extrêmement critiquée. Aya, c'est des milliards de vues qu'elle a pu faire pendant la cérémonie des JO. Aya, c'est des millions de vues qu'elle fait chaque année, chaque mois, chaque son. C'est vraiment un succès. C'est une des fiertés de la France, je pense. On peut tous s'accorder sur ce point-là. Aujourd'hui, Aya, ça permet aussi à beaucoup de femmes qui vivent dans des milieux compliqués, qui vivent en banlieue, où les femmes sont beaucoup essentialisées par rapport à leur origine, par rapport à leurs conditions féminines, où elles sont un peu écrasées par des difficultés intersectionnelles, des difficultés matérielles, parce que c'est des régions qui sont plus pauvres que le reste de la France, qui sont plus discriminées par le travail, où on subit plus de racisme, de discrimination et de sexisme. Et toutes ces femmes-là se reconnaissent en Aya, parce que Aya montre qu'on n'est pas obligé d'être un objet de désir. Aya montre qu'on peut devenir une femme qui est forte. Aya montre qu'on peut devenir une femme qui est fière et qu'on peut évoluer dans n'importe quel milieu. Elle évolue aujourd'hui aussi bien dans la mode que dans la musique, que dans le cinéma bientôt. Donc est-ce que vous avez peut-être quelques questions par rapport à mon intervention? Je serais ravi d'y répondre. Moi je me pose la question, pourquoi tu parles que d'une femme et pourquoi tu as ciblé Aya Nakamura qui, je le signale, que ce soit une femme ou un homme, quand tu t'exposes sur l'artiste, que tu sois politique, si on t'aime pas, tu en prends autant dans la figure que tu sois une femme ou un homme. Donc là, c'était subjectif. On aime ou on n'aime pas sa musique, effectivement. Donc les gens, mais je pense pas que c'était personnellement elle qui était ciblée. C'était sa musique, je pense, plus qu'autre chose, puisque en fin de compte, moi qui regardais, vous pensez que c'était elle qui était ciblée? Ouais, on n'est vraiment pas d'accord. Moi personnellement, j'aime pas spécialement Aya Nakamura, mais j'en ai pas retiré l'envie de critiquer ou quoi que ce soit, puisque voilà, c'était plus moi personnellement chanter en playback, pas sa musique, voilà, c'était plus ça que j'ai trouvé ridicule, mais que c'était une femme, elle ou un homme, ça aurait été pareil pour moi, puisque n'oublie pas que Philippe Catherine a été critiqué pareil qu'une femme, quoi. C'est peut-être le cas pour vous, mais pour beaucoup, Aya a été critiquée par sa couleur de peau, parce que c'est une femme. On peut pas, on ne peut pas. Je vous ai pas coupé la parole, est-ce que je peux simplement m'exprimer s'il vous plaît? On peut pas nier qu'Aya n'a pas été critiquée parce que c'était une femme. Elle a été, on lui a fait beaucoup de reproches parce qu'elle était femme, parce qu'elle était issue d'un banlieue, parce que simplement les gens n'étaient pas d'accord avec sa musique. Les critiques qui sont sur le point purement artistique, elles sont valables, on est tous d'accord. Je vous ai pas demandé d'aimer Aya Nakamura comme moi j'aime Aya Nakamura. Il y avait Lady Gaga, elle a pas été. Il y avait d'autres femmes. Ensuite, s'il vous plaît. Ensuite, sur le point d'Aya, pourquoi est-ce que j'ai choisi Aya? Parce que Aya, c'est un peu un étendard. Aya, c'est, encore une fois, l'artiste française la plus écoutée dans le monde. Mais pour les jeunes. Qui a été... Non. Mais pas des gens qui ont 60 ans. Je regarde, moi j'ai 60 ans, j'écoute pas Aya Nakamura et la plupart des gens qui sont là ne l'écoutent pas. Mais parce que tu es jeune. Ça s'entend, monsieur. Mais aujourd'hui, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Vous pouvez pas nier les chiffres. C'est l'artiste française. C'est l'artiste française la plus écoutée dans le monde. Simplement. Ensuite... sincèrement, à mon avis, je vais peut-être, c'est pas le débat, mais... Je parle pas d'une femme en tout cas, hein. Je mets pas le mot femme dedans, mais ça prouve malheureusement la décadence par rapport à quand on dit, voilà, c'est mon avis personnel. C'est votre avis personnel et il se respecte, mais nous aussi on a notre avis personnel et moi je vous parle avec des statistiques et des faits. Vous pouvez regarder dans n'importe quel magazine, vous pouvez regarder simplement sur Google. Jusqu'à très récemment, c'est Isolde qui a détrôné Aya Nakamura en 2025. Simplement, aujourd'hui, Aya Nakamura c'est aussi une fierté pour beaucoup de Français. Beaucoup de Français s'identifient à Aya Nakamura. Peut-être que ça ne vous plaît pas, mais aujourd'hui, les jeunes s'identifient à elle. Aujourd'hui, beaucoup de femmes s'identifient à elle. Parce on va revenir sur le sujet. Bien sûr, on va revenir sur le sujet, et c'est le sujet. Donc on va revenir sur le sujet. Je trouve que vous avez dit quelque chose d'assez intéressant, que Lady Gaga, elle n'a pas eu la même réaction que Aya Nakamura, et justement, c'est pour là qu'on est là aujourd'hui. C'est pour parler de l'intersectionnalité. Justement, Lady Gaga, c'est une femme comme Aya Nakamura, mais elle n'a pas eu les mêmes commentaires qui étaient... C'était assez grossier, à mon avis, quand on regarde des commentaires sur Instagram, ce que les gens ont dit sur les chaînes de télévision sur Aya Nakamura, comme c'était pas la même chose que Lady Gaga. Donc justement, c'est ça l'intersectionnalité. Lady Gaga et Aya Nakamura sont toutes les deux des femmes, mais elles n'ont pas eu la même réaction, pourtant une performance assez similaire. Donc justement, c'est pour ça qu'on devrait être reconnaissant en fait et comprendre l'intersectionnalité. C'est parce que on peut pas se dire une femme, elle est juste critiquer parce que c'est une femme. On peut savoir qu'il y a des intersections d'identité et savoir qu'il faut être solidaire avec toutes les femmes et ne pas délaisser les femmes qui ont une intersection d'autres identités sur le côté, parce que justement il y a des exemples de personnes qui sont comme Lady Gaga, qui n'ont pas ces intersections, qui ne vivent pas les mêmes choses. Justement, il faut mettre en avant les expériences de tout le monde. Voilà.
Moi, je pense que la polémique a également démarré parce qu'on l'a jugée indigne de chanter Edith Piaf. Souvenez-vous, la polémique a démarré à cause de ça. Maintenant, absolument rien contre Aya Nakamura, évidemment. Le fait aussi que dans ses paroles, on ne comprenait pas ce qu'elle en comprend pas. Donc là, ça a été une deuxième polémique. Mais le fait qu'elle soit femme et qu'elle soit noire, qu'elle soit musulmane, pour moi, ça n'a pas été évoqué. Maintenant, c'est un étendard, je suis d'accord avec vous. Elle représente la jeunesse, je suis d'accord avec vous. C'est une femme puissante, et il faut le reconnaître. Parce que les femmes puissantes, on en a besoin. Et je crois que toute la polémique qui a été montée autour de ça a été faite aussi pour critiquer les jeux en général, parce que c'est vrai que Philippe Catherine en a pris pour son grade, c'est vrai que le mouvement wokisme en a pris pour son grade aussi, etc., etc. Donc il faut le regarder dans son ensemble et pas spécifiquement sur cette femme, qui est, à mon sens, une femme tout à fait remarquable et puissante. En fin de compte, elle a traduit ce que je voulais dire correctement. Voilà. Merci. Merci. Je suis d'accord avec vous que les gens ont été beaucoup critiqués et que mystérieusement, après la cérémonie d'ouverture, plus beaucoup de critiques. Mais ça, c'est parce qu'on aime beaucoup critiquer. Mais concernant Aya Nakamura, il faut bien comprendre que c'est aussi un cas d'étude. Elle est beaucoup étudiée toutes ces discriminations qu'a vécu Aya Nakamura. Et j'irais même plus loin. Il y a le label d'Aya Nakamura qui a porté plainte à plusieurs reprises contre des personnes. Et il y a des procédures juridiques qui sont en cours. Donc on ne peut pas nier ça d'un revers de la main, dire que ce n'est pas uniquement par rapport à ça. Mais cette critique des jeux-là, Aya Nakamura, c'est un exemple. Simplement, voilà. On passe sur une autre... alors on a qui n'est pas intervenu là-bas au bout. Alors tu as un avis particulier? Alors, sur encore le sujet d'Aya Nakamura ou... Non, on va passer à autre chose. Non. Super. Il a défendu son point de vue, donc on était sur comment étaient traitées les femmes dans chaque pays, et bah toi, la France, quoi. C'est ça? Oui, la France. Moi, je vais parler pays des droits France de la femme. que j'ai connu. J'ai pas eu la même expérience de la France que ça là, qu'on soit clair. Parce que je suis blanc, parce que je viens d'un milieu privilégié, dans des villes aisées. Donc déjà, que ce soit clair, les femmes avec lesquelles moi j'ai pu grandir n'ont pas eu la même expérience que celle de Salah. Ensuite, j'aimerais revenir, moi, parce que ça a fait beaucoup écho à ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai trouvé ça très intéressant, quand vous avez un peu tempêté pour dire que vous ne vouliez pas être mis dans une case. Et je suis très d'accord avec vous, mais juste pour préciser, je pense qu'on parlait de cases justement pour dénoncer le fait que les femmes sont mises dans des cases à travers les représentations qu'on en fait, alors que justement... l'identité féminine, c'est une mosaïque infinie en fait. Donc voilà, je rejoins juste ce que vous disiez là pour vous donner raison. Et du coup, ça c'est quelque chose que moi j'ai pu retrouver en grandissant. J'ai connu des femmes qui voulaient être reconnues pour ce qu'elles étaient, des individus complexes et complets, comme on l'est tous. Donc moi ce que j'ai pu voir c'est... les jeunes filles avec qui j'ai grandi, des jeunes filles qui étaient attachées à leurs droits et qui étaient souvent sensibles à toutes les attentes potentielles qu'on pouvait y faire. Donc moi je dirais que ce que j'ai pu constater du ressenti des femmes avec lesquelles j'ai grandi, c'est vraiment cet attachement à tout ce qu'elles ont pu acquérir et aussi cette volonté de ne pas renoncer. Parce que on dit souvent France terre des droits de l'homme, mais c'est pas quelque chose qu'il faut prendre pour acquis et c'est pas aussi quelque chose qu'il faut prendre comme une lutte finie. On a eu l'inscription de l'IVG dans la Constitution l'an dernier, c'était une grande avancée, mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras, surtout quand on voit que dans le monde occidental, dans des pays qu'on pensait pays de liberté, je pense notamment aux États-Unis, on a un recul important de tous les progrès, que ce soit dans les luttes féministes ou même dans toutes les questions d'identité de genre, même si c'est un sujet légèrement différent, c'est des luttes qui souvent se convergent. Donc voilà, moi je pense que c'est ça que je retiens du quotidien des femmes et de leurs préoccupations avec lesquelles j'ai pu grandir. En tout cas, si on parle du point de vue du féminisme, c'est vraiment ça, cette volonté de rien céder. Oui. Julien, il y a une intervention. Moi, je voudrais aussi qu'on regarde un petit peu d'un point de vue contrainte. Parce qu'en fait, la vie de la femme, c'est une contrainte en permanence. Ça a démarré très tôt.
C'est évidemment les contraintes de la religion, les contraintes de la charge familiale, les contraintes de la maternité, c'est les contraintes de l'habillement également, la jupe. La jupe a été inventée comme un instrument de contrainte également. Donc il faut déshabiller les femmes de toutes ces contraintes pour qu'elles puissent enfin trouver leur voie et avoir la possibilité de s'exprimer en tant qu'être. Aujourd'hui, il y a des lois qui contraignent les femmes. Pourquoi est-ce qu'il y a une loi sur l'IVG? Pourquoi est-ce qu'il y a le droit de l'avortement? Ce qui n'existe absolument pas pour les hommes. Donc déjà, la différence, elle est là. D'un point de vue juridique, il n'y a pas de loi qui contraigne les hommes. Il y a des lois qui contraignent les femmes. Alors que nous sommes majoritaires dans l'humanité et les femmes se laissent faire. Les femmes, c'est aussi l'éducation. C'est par elles que se transmet la tradition. C'est par elles que se transmet aussi la contrainte et la soumission. C'est par elles que se transmet un certain nombre de valeurs qui font que les enfants sont déjà, au départ, discriminés. Et je pense qu'il faut revoir l'ensemble de ces contraintes subies par les femmes. Et non pas très anecdotiquement et posé comme ça dans l'espace et dans le temps, un problème comme Nakamura ou etc. Non, il faut le voir d'un point de vue général et dire voilà, commençons déjà par lister tout ce qu'on doit enlever pour qu'une femme se sente bien dans sa peau. Alors, je suis très d'accord avec vous, surtout sur ce que vous dites de... comment ? Oui, d'accord. Donc, je voulais juste rebondir sur ça. Je suis très d'accord que les femmes sont beaucoup plus contentes que les hommes, évidemment. C'est pour ça qu'on est là pour en parler aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des journées de la femme. Et aussi que dans les valeurs qu'elles transmettent, c'est extrêmement important. Je pense que moi, une des choses qui font mon engagement aujourd'hui, c'est que j'ai grandi avec une mère qui travaillait, qui a été dans des hautes fonctions. Et donc j'ai pu voir, en fait, tout au long de ma vie, comment elle a dû se battre, comment elle doit encore se battre aujourd'hui, au quotidien, pour pouvoir s'affirmer dans des milieux qui sont masculins, qui sont vraiment discriminants. Et donc de toutes les difficultés auxquelles elle fait face, à côté de ses responsabilités de mère de famille aussi, qu'on lui met en fait sur le dos, que ce soit de manière extérieure, des personnes qu'elle ne connaît parfois même pas. Donc je trouve qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de contraintes. Vous parlez de contraintes légales, effectivement, mais je pense qu'il y a aussi une énorme pression sociale et un regard des hommes, mais aussi des autres femmes, inconsciemment en fait. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que le patriarcat n'est pas une chose exercée par les hommes sur les femmes, c'est structurel et c'est exercé par tous. C'est vraiment un système de domination qui est exercé par tous et sur tous. Et du coup, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est effectivement cette domination qui se trouve partout dans la société sur les femmes, contre laquelle il faut lutter aujourd'hui. Merci beaucoup Julien, c'est juste qu'on va légèrement accélérer pour pas que ça fasse trop de temps. Si Hayat ou Elisa vous voulez parler, allez-y. Moi j'aimerais bien vous parler justement de l'Égypte et du cinéma égyptien, parce que à mon avis déjà il y a beaucoup en Égypte, la plupart des films et des séries qui sont produites, déjà beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez déjà des productions égyptiennes. Pas trop. Mais dans le monde arabe, en fait, il faut savoir que l'Égypte, c'est un peu les États-Unis. On a beaucoup de productions, toutes les séries. Enfin, chaque Ramadan, par exemple, il y a 10 séries qui sortent. Tout au long de l'année, il y a des choses sur Netflix qui sortent. Enfin, c'est assez... Oui, sur Netflix, sur d'autres plateformes et tout. Enfin, c'est assez riche, quoi. Et donc... Oui, je pense. Au niveau du soft power. Au niveau du soft power dans le monde arabe, au sein du monde arabe. Voilà. Et donc, je voulais un petit peu vous parler en fait des productions qui sont faites par les femmes, pour les femmes. Donc, pour ce faire, il faut parler d'une actrice qui s'appelle Hind Sabri. Alors, Hind Sabri, elle est égyptienne, d'origine tunisienne. Et c'est une figure dans le féminisme en fait. Et
elle est l'actrice principale de 2 séries qui se suivent en fait. La première série, elle était en 2010 et la deuxième, elle était en 2022. C'est assez grand au milieu. Mais la première série, elle s'appelle Isaac Gawez, donc ça veut dire Je veux me marier. Et la deuxième série, elle s'appelle Trouver Ola. Donc la première série de 2010 qui dit Je veux me marier, ça c'est Ola, le personnage principal, et dans la deuxième série, bien sûr, c'est Ola aussi le personnage principal. Sauf que au début, elle est elle est hypnotisée en fait par l'idée d'être mariée, de trouver son homme, la pression sociale patriarcale en fait, en dessous de la pression des femmes et des hommes qui lui dit bah voilà, t'as 20 ans maintenant, tu viens de sortir de l'université, il est temps de se marier. Et elle fait tout pour trouver son mari et elle finit dans des relations qui ne sont pas très bonnes pour elle. Sauf que en 2022, il y a une nouvelle série qui s'appelle Trouver Ola, où elle finit avec un homme, justement. Elle a trouvé son homme, elle a des enfants, etc. Mais il se divorce. Et c'est justement la meilleure chose qui lui est arrivée. C'est pas pour autant de dire que le mariage c'est pour bloquer les femmes, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de dire que Ola, pour elle, c'était pas le bon choix en fait, cet homme précisément. Et justement, dans cette série, elle commence un business. Parce qu'elle se sentait en fait piégée par la pression du mariage. Elle s'émancipe et sans qu'on la sauve financièrement, sa mère elle l'aide pas, son divorcé il l'aide pas, personne l'aide. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant en fait cette continuité entre ces 2 séries. C'est qu'au début, la première série, elle était tellement inspirée par l'idée du mariage, par l'idée d'avoir un homme à ses côtés, etc. Mais à la deuxième série, même après avoir divorcé son mari, elle a eu d'autres propositions de mariage et elle dit non à chaque fois parce qu'elle se dit voilà, j'ai pas besoin d'avoir un homme avec moi pour m'aider, même financièrement, parce qu'elle commence une nouvelle entreprise, quand même, c'est pas rien. Elle a besoin de soutien financier, mais elle le trouve elle-même, justement. Elle fait des publicités elle-même grâce aux réseaux sociaux. Elle fonde en fait son business grâce à elle-même, malgré le fait que plusieurs hommes l'avaient proposé justement de l'aider. Pourquoi je vous parle de Hind Sabri et Ola dans ces 2 séries? La première, Je veux me marier, et la deuxième, Trouver Ola, qui est sur Netflix. D'ailleurs, vous pouvez la regarder, il y a des sous-titres en français. C'est une très belle série. C'est qu'il faut se rappeler aujourd'hui que les femmes du Moyen-Orient, elles peuvent être opprimées comme partout dans le monde. Les femmes sont opprimées partout dans le monde, pas toujours, mais c'est que partout dans le monde, y compris au Moyen-Orient, les femmes sont capables à s'émanciper elles-mêmes, que ce soit à travers l'art, que ce soit à travers trouver une entreprise. C'est que, en fait, en tant que féministe, on ne devrait pas penser à donner l'émancipation, à exporter ou à importer l'émancipation, mais il faut en fait comprendre que les femmes sont capables de faire elles-mêmes et qu'elles ne sont pas par défaut opprimées par les hommes, surtout au Moyen-Orient, parce que je ne sais pas si vous connaissez, il y a une vision qui s'appelle l'orientalisme, c'est-à-dire une vision qui met en case en fait les femmes musulmanes, les femmes du Moyen-Orient, même les femmes chrétiennes du Moyen-Orient, qui dit que la femme au Moyen-Orient, elle est opprimée parce que la culture du Moyen-Orient, elle a tendance à mettre les femmes dans des cases. Mais sauf qu'il faut se rappeler que c'est partout dans le monde et que autant dans le monde, autant en France, les femmes peuvent s'émanciper grâce à l'art, grâce à elles-mêmes en fait, sans d'aide extérieure. Sinon aussi en fait l'aide extérieure, les féministes qui n'habitent pas au Moyen-Orient, c'est que nous en fait on peut pas dire on va aider ces femmes-là parce qu'on sait ce qu'elles ont besoin. Mais non, on doit se dire, on va être solidaire avec elles, on va comprendre qu'elles ne sont pas opprimées parce que c'est leur culture ou quoi que ce soit. Il faut comprendre qu'elles peuvent le faire elles-mêmes et qu'on doit juste être solidaire avec elles. C'est tout ce qu'on a à faire. C'est pas leur exporter la libération parce qu'elles peuvent le faire elles-mêmes, c'est juste leur soutenir, peut-être en regardant leur série. Trouver Ola sur Netflix. Voilà. Je ne suis pas du tout payée pour donner une sponsorisation, mais moi j'aime beaucoup cette série. Je trouve elle montre très bien la libération de la femme, l'émancipation de la femme par elle-même, pour les femmes. Voilà. Je ne sais pas si Elisa, tu avais quelque chose à ajouter, mais allez-y, peut-être pas faire trop long, sinon s'il y a des questions dans le public, des commentaires à faire. Justement, je pense que Hayat, oui, elle veut nous parler alors, de ce livre. J'ai pas précisé quelque chose, c'est que j'ai écrit ce livre à l'âge de 17 ans, quand j'étais à Mayotte.
Donc c'est un livre qui s'intitule Nyongo, ça signifie amer. Donc Nyongo, la face cachée de Mayotte. C'est un livre dans lequel j'explique comment nous les femmes, les jeunes filles, on survit à Mayotte, parce qu'on ne vit pas à Mayotte, on survit. Et je vous invite à le lire. Oui, je suis en train de faire la communication, mais je vous invite à le lire pour comprendre ce que c'est Mayotte, ce que vit Mayotte et ce que vivent des jeunes filles de mon âge, de jeunes filles de 10 ans, obligées de se marier, souvent avec leur violeur, je le précise, pour se construire une vie. Donc vraiment, je vous invite à le lire pour ces femmes à Mayotte et pour... juste pour me lire. Voilà, merci. En tout cas, bravo, parce que je pense que tu as donné vraiment le mot de la fin avec ce que vous avez fait. Bravo tous les 5, parce que vraiment vous avez mené le débat. Alors c'est pas évident, hein, donc c'est la première fois que vous le faites devant ce public. Bravo, voilà, on a chacun des idées différentes, vous le savez, certainement avec les générations aussi. Je pense, voilà, donc j'ai vu les sourires des 2 demoiselles là-bas qui me regardaient de travers, mais j'ai l'œil, j'ai l'habitude, tu sais, donc ne t'inquiète pas, mais voilà, en tout cas vous avez fait un sacré boulot, je vous remercie, et puis merci à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, vous pouvez les applaudir, voilà, tous les 5. Je sais que vous avez l'habitude, vous pouvez faire encore 1 heure sans problème, donc il n'y a pas de souci. Je vous signale que vous étiez retransmis en direct sur les réseaux sociaux, donc on va couper le direct et vous pouvez regarder votre prestation tout de suite sur la page Radio Fréquence Méditerranée. Merci à tous les 5, bye bye. Allez, nous on continue encore un petit peu à l'intérieur avec nos artistes et puis à 16h, ça sera terminé. C'est ça.